Red Flag, un podcast de l'OME, Observatoire de la maltraitance envers les enfants. Des jeunes témoignent. Quand j'étais blessée, on me croyait pas, on disait que je mentais. Du coup, je me forçais à faire mon sport en ayant mal. Des experts décryptent et s'engagent. Il faut écouter quand on a mal. Oui, il faut consulter, même si l'entraîneur dit que non, il ne faut pas y aller. Quand on a un problème, on va chez le médecin, on va poser des questions. Red Flag, imaginé par Caroline Naudin et Amandine Franzoni. Nous sommes psychologues chercheuses, doctorantes à l'UNIL. Et la violence envers les jeunes, on veut en parler. Les jeunes. Red Flag, c'est pour vous aider. La violence, c'est pas OK. Violence à l'école, dans la famille, dans le couple et dans le sport. Dans cet épisode, on parle de violence dans le sport. Mais avant d'écouter le témoignage de Lucie, avec Amandine, on va vous donner quelques informations sur le sujet. Selon le Comité international olympique, la violence dans le sport, qu'on appelle aussi violence interpersonnelle, c'est quand une personne ou un petit groupe de personnes utilise volontairement la force physique ou leur pouvoir, ce qui entraîne ou peut entraîner une blessure, des difficultés psychologiques, un mauvais développement, des carences ou même la mort. Elle peut prendre la forme de violence physique, psychologique, sexuelle ou de négligence. L'auteur de ces violences, ça peut être un ou une coach, un ou une coéquipière, un adversaire, un parent ou toute personne membre de l'équipe de santé et de performance de l'athlète, comme un médecin du sport ou un physiothérapeute par exemple. Les études ont surtout été menées en Europe et en Amérique du Nord et les chiffres varient beaucoup d'une étude à une autre. En Suisse romande, le professeur Denis Haut et ses collègues ont interrogé des personnes majeures qui pratiquaient un sport en Suisse avant l'âge de 18 ans. Les résultats indiquent qu'environ 9 personnes sur 10 ont dit avoir expérimenté au moins une fois de la violence psychologique dans leur sport durant leur enfance. Un peu plus d'un jeune sur 3 des violences physiques et un jeune sur 3 des violences sexuelles. Les jeunes athlètes féminines subissaient plus de violences psychologiques alors que les athlètes masculins expérimentaient plus de violences physiques. Red Flag, Red Flag. Mais derrière les chiffres, il y a des victimes. Des victimes comme Lucie qui a subi de la violence de la part de son coach lorsqu'elle pratiquait de la gymnastique artistique durant son enfance et adolescence. C'est Laurence Chapuis, qui est psychologue du sport et psychothérapeute FSP, qui va réagir au témoignage de Lucie et elle intervient également en tant que vice-présidente de l'association NU, une association qui s'engage dans la prévention de la maltraitance en sport. Voici donc Lucie qui raconte ce qu'elle a vécu. C'est pas forcément des paroles blessantes, mais c'est un ton vraiment qui est pas très adapté. Tu refais ça, mais vraiment en criant, ou ce que tu fais, c'est de la merde, enfin un peu des trucs comme ça, un peu dans cette idée-là. Je sais pas si c'était ces mots exactement, mais des fois ça pouvait être un peu plus, juré, quoi. Des fois même j'étais contente de ce que j'avais fait parce que je pensais que c'était bien. Et en fait, vraiment, il venait à dire des choses comme ça et je me disais, mais pourtant, là, j'ai pas compris ce qui allait pas. Enfin, il y a aussi cette incompréhension de... J'arrivais même à un stade où des fois, je faisais des trucs bien et je me disais, mais je sais pas s'il va trouver assez bien. Du coup, je finissais mon truc et je me disais, bon, il va m'engueuler. Du coup, je vais faire genre que je suis pas contente. Et puis en fait, des fois, c'était bien, des fois, c'était pas bien. Mais je savais jamais, j'avais l'impression que c'était aléatoire. Certains actes aussi. Quand je faisais des mouvements, généralement, on se faisait toucher au niveau des fesses pour dire serre les fesses. Et en fait, ça arrivait assez fréquemment. J'avoue qu'au début, c'était un peu amené sous la rigolade. Donc, je me disais, c'est normal, on fait comme ça dans la gym. Et puis, en grandissant, en étant un peu plus ado, donc plus vers 14-15 ans, où je commençais à me dire, c'est bizarre, ça se fait pas. En remarquant que ils se comportaient différemment, peut-être avec des gymnastes plus âgés, où ils faisaient pas ça. Je trouvais ça vraiment très bizarre après coup. Il y avait aussi des histoires par rapport aux blessures. Donc, quand j'étais blessée, on me croyait pas. On disait que je mentais. Du coup, je me forçais à faire mon sport en ayant mal.
Et je poussais un peu trop loin, en fait. J'étais pas du tout écoutée par rapport à ça. Une fois, j'étais vraiment tombée assez violemment. Je me suis fait mal et puis je me suis cassé un peu le côté de l'os du pied. Donc c'était pas une grosse fracture non plus, mais j'avais quand même dû avoir le plâtre un petit moment. Et en fait, quand j'ai fait cette chute, mon entraîneur il m'a crié dessus, il m'a dit bon allez relève-toi et tu refais. Et en fait, j'arrivais pas à poser mon pied vraiment bien par terre, je le posais sur le côté. Mais en fait, il me croyait pas sur le fait que j'avais mal. Il me disait non mais tu refais. Et je dis mais je peux pas. Il insistait et j'ai dit mais vraiment si je fais ça je vais me blesser encore plus. En fait il m'a dit bon je te tiens mais t'es obligé de le refaire. Et du coup j'ai dû refaire une série acrobatique et il me tenait et en fait vraiment j'ai fait tout quasi sur un pied et puis sur l'autre un peu comme ça. J'arrivais pas du tout à pousser à prendre de l'appui mais il m'a obligée à faire ça. Et ensuite après il voulait que je finisse l'entraînement où je devais aussi faire des courses et puis sauter. Et en fait, vraiment, je courais comme un canard. J'arrivais juste pas à courir. Et en me voyant être comme ça, pour lui, c'était OK. Il se disait, oui, elle doit faire. Et je trouvais ça vraiment ridicule comme situation. Je lui disais, je boitais, et en fait, il y avait vraiment rien à faire. Puis après, quand j'avais le plâtre, il m'a dit, ah oui, en fait, tu t'étais fait mal. C'est comme s'il avait réalisé à ce moment-là que je simule pas. Alors que vraiment, j'ai jamais simulé une blessure. À chaque fois que j'avais mal quelque part, j'avais vraiment quelque chose, quoi. Donc, c'était un peu bizarre. Laurence Chapuis, que vous inspire la première partie du témoignage de Lucie ? Il y a plusieurs choses. Non seulement elle exprime que la façon dont on lui parlait lui paraissait pas tout à fait respectueux. Je pense que les athlètes ont besoin d'avoir des feedbacks sur leur activité, mais la façon de donner ces feedbacks est très importante, donc de valoriser ce qui est fait de manière correcte ou ce qui est bien réalisé, et puis de demander des améliorations sur des points précis, de verbaliser comme il faut ce qui est fait, mais sans manquer de respect à l'athlète, sans lui dire des mots qui pourraient le blesser. On sait que chacune peut être blessé par des choses qui nous paraissent peut-être un peu banales quand on le dit, mais voilà, il faut faire attention. Et puis aussi de savoir, de vérifier en fait quand on parle à l'athlète, est-ce que ça a l'air d'aller, est-ce qu'il nous montre des signes il est interpellé, comment la personne se sent. Après, il y a aussi le fait d'être touché sans comprendre pourquoi, comment. Normalement, évidemment, il y a des sports dans lesquels, pour des raisons de sécurité, on doit assurer les athlètes, mais la manière dont c'est fait, ça doit être verbalisé. Voilà, je vais te toucher à tel endroit pour sécuriser ton mouvement, et pas le faire de manière à ce que l'athlète ne comprenne pas très bien ce qui se passe ou soit interpellé par l'endroit où on la touche. Et puis, il y a le fait de ne pas écouter un athlète qui se dit fatigué, blessé ou qui a mal, parce que ça dépend évidemment de chacune, mais quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas continuer, il y a une bonne raison de le dire. Et puis, je pense que ça doit être entendu et écouté, et qu'on ne doit pas pousser les gens à continuer l'entraînement, alors que cette jeune fille, elle dit clairement qu'elle s'est fait mal, et je ne vois pas pourquoi on ne la croirait pas à ce moment-là. Elle se dit d'ailleurs elle est surprise qu'on ne la croit pas. Et quel type de violence Lucie, elle a subi ? Alors Lucie semble avoir subi des violences psychologiques d'abord. On lui parle mal, on ne la respecte pas, ou en tout cas elle ne se sent pas respectée. Il y a des violences quand même de type physique, dans le sens où on lui demande de continuer à s'entraîner sur un corps qui est blessé. Ça peut aussi être un peu de la négligence, c'est-à-dire de ne pas s'occuper d'un ou d'une athlète qui dit qu'il a mal, qu'elle a mal. Et puis, le fait d'être touché comme ça pourrait être quelque chose qui s'apparente à du harcèlement de type sexuel, si ça devait être cette intention-là derrière. C'est très difficile à dire parce qu'on ne sait pas exactement dans quel contexte ça se passait, est-ce que c'était justement pour rassurer l'athlète ou pas, mais en tout cas, là, il y a l'air d'avoir une sorte de flou. Pour l'athlète elle-même, elle a l'air d'être un peu surprise, elle dit que ça ne se passait pas comme ça avec des plus grandes.
Donc là, on a un doute, en fait. En tout cas, on se questionne. Et en tant qu'expert dans le domaine, est-ce que vous rencontrez fréquemment des athlètes qui ont subi ce type de violence ? Alors les athlètes ont souvent du mal à en parler parce qu'ils ont un peu peur des conséquences, des éventuelles représailles, des non-sélections, d'être mis sur le côté, enfin voilà, qu'il y ait des problématiques liées au fait qu'ils parlent de certains agissements. Il y a aussi toujours la question de savoir est-ce que j'exagère, est-ce que finalement ça va, c'est pas si grave que ça. Donc il y a une sorte de banalisation, donc souvent les athlètes ils en parlent pas. Ou quand ils en parlent, c'est après la carrière sportive, quand c'est terminé. Mais pendant, on a de la peine à récolter la parole des athlètes. Il y a beaucoup de lois du silence, malheureusement. La parole des athlètes se libère souvent après l'arrêt de leur sport, aussi parce que c'est après qu'ils réalisent les violences qu'ils ont subies. Pourquoi ? Il y a comme une impression d'être sorti de quelque chose dans lequel on ne voyait pas ou on ne prenait pas de recul pour essayer de se rendre compte de ce qui se passait. Et tout d'un coup, en étant dehors, il y a une sorte de prise de conscience de « tiens, c'est un peu bizarre ce qui se passait quand même ». Et puis, pour certaines, c'est juste que jusque-là, ils n'ont pas osé dire quoi que ce soit. Ils ont continué, ils ont serré les dents, ils ont fait avec. Ils se sont dit que c'était comme ça, que c'est comme ça que ça devait se passer. Enfin, il y a une sorte de normalisation de la violence dans le sport, sous prétexte de performance. Pour arriver à la performance, il faut subir ça. C'est forcément dur si on veut arriver au haut niveau. Et du coup, il y a toute une banalisation de comportements anormaux qui deviennent normaux pour les pratiquants, pratiquantes. Le sport, en tout cas le sport de haut niveau, le sport de performance, ça nécessite quand même que ça soit un peu dur, c'est vrai. Il faut un peu se pousser, il faut un peu aller assez loin dans la fatigue ou dans les efforts. Et du coup, il y a une espèce de limite, comme ça, un fil qui peut facilement, en fait, on peut facilement tomber de l'autre côté. Et donc, ça crée ces banalisations qui font qu'une situation dure, mais qui pourrait être normale, elle devient dure, mais anormale, sans que le pratiquant, la pratiquante se rende compte vraiment que la limite est franchie. Et quelles conséquences ces types de violences peuvent avoir à court et à long terme ? À court, moyen terme, c'est une difficulté à supporter, une sorte de fatigue psychologique ou fatigue physique, et puis aussi une sorte d'inconfort comme ça dans la relation avec les autres, que ce soit les coéquipiers, coéquipières, l'entraîneur, enfin voilà, les personnes qui sont là. Ça peut aussi être une sorte de tristesse ou une impression de ne pas être entendu, écouté, respecté. Donc ça provoque aussi quelque chose de l'ordre de la dépression ou en tout cas de la déprime. Et puis à plus long terme, ça peut être effectivement de la dépression. Il peut y avoir des idées suicidaires. On peut aussi avoir une dérive du problème du poids vers un trouble du comportement alimentaire, ce qu'on remarque quand même assez souvent. Ou bien une anxiété trop importante qui s'installe avec des crises de panique ou des moments extrêmement inconfortables pour l'athlète qui n'ose plus pratiquer ou qui n'ose plus faire des actes de la vie quotidienne parce qu'on peur des éventuels dérapages. On a demandé à Lucie si au moment où elle vivait tout ça, elle en avait parlé à quelqu'un et cherché de l'aide. Voici sa réponse. Je dirais j'ai un peu mis ça vraiment de côté. Et puis après, peut-être j'ai entendu d'autres personnes témoigner. Ou aussi, après coup, il y avait une maman de gymnaste qui est revenue me parler et puis qui me disait qu'en fait, elle se sentait vraiment mal parce qu'elle avait l'impression qu'elle ne pouvait rien faire par rapport à des choses qui se passaient Et puis, moi, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est vraiment, il y avait quelque chose et ça se voyait, en fait, même de l'extérieur. C'est pas moi, dans ma tête, qui me faisais des films, quoi. Il y avait aussi ma mère qui voyait ça, elle ne savait pas forcément tout, mais elle n'était pas très en accord avec mon entraîneur sur plusieurs choses et elle lui disait. Donc après, mon entraîneur, il venait me dire que ma maman, elle était chiante ou des trucs comme ça, que elle devait un peu se mêler de ses affaires. Donc moi, ça me mettait un peu mal à l'aise. D'un côté, forcément, je suis du côté de ma mère parce que elle me défend, mais d'un autre côté, je me dis, je risque de me mettre encore plus à dos mon entraîneur alors que j'ai mes objectifs, donc je devais vraiment un peu jongler entre tout ça. Donc j'ai du soutien, mais je sais pas comment l'exploiter vraiment.
J'avais une autre coach qui s'occupait au niveau d'autres agrès. Dès qu'il me criait trop dessus, elle disait de venir avec elle. Puis sinon, quand le coach était trop sévère avec moi pendant un entraînement et que vraiment il voyait que j'étais à bout, en fait, on faisait le trajet ensemble. On pouvait parler, mais bon, souvent moi j'évitais de parler. Je disais que j'avais beaucoup de devoirs et je travaillais toujours pour pas parler. À ce moment-là, il essayait vraiment de se rattraper, de dire « Ah oui, mais en fait, tu travailles bien. Non, mais t'es une super gymnaste, t'as plein de potentiel. » Enfin, vraiment, je trouvais ça vraiment bizarre de dire ça à ce moment-là. Et je trouvais pas juste de me pousser vraiment à bout et ensuite d'essayer de me convaincre de revenir. Mais au final, ça m'aidait quand même un peu. Mais il y avait un peu ce côté négatif où j'avais l'impression de voir un peu quelque chose de négatif qui fait et ça m'énervait beaucoup. Vers la fin, donc quand j'étais vraiment blessée et que j'allais bientôt arrêter, je suis passée de « il s'acharnait sur moi » à « je me suis vraiment fait ignorer ». Mais de manière assez... ça m'a vraiment fait bizarre parce que quand tous les entraînements, vraiment, il était derrière moi à m'engueuler tout le temps et que là, du jour au lendemain, c'est comme si j'existais plus. Ça m'avait vraiment fait un froid. Est-ce que c'est normal que ce soit difficile de parler à notre entourage de ce qu'on vit ? Non, c'est pas normal. Ça montre bien que en fait, tout le monde est pris dans la difficulté de savoir quoi faire, comment faire. Donc là, Lucie, elle dit clairement qu'elle en parlait avec sa maman, qui trouvait elle aussi que c'était pas normal, mais que c'est difficile de savoir quoi faire de tout ça parce que il faut continuer si on veut être sélectionné, si on veut aller plus loin. Et c'est ça qui rend les choses extrêmement complexes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait quelqu'un d'extérieur qui n'a aucun enjeu dans la situation pour venir mettre un peu d'ordre. Mais c'est difficile pour les jeunes athlètes et leurs parents, finalement, de savoir où aller parler, comment faire pour venir mettre un peu d'ordre et puis pas risquer de se faire mettre de côté. Donc la plupart des athlètes, ils vivent ce que Lucie dit, c'est-à-dire, j'en ai parlé, mais en fait, j'avais l'impression de ne pas pouvoir exploiter l'aide. Donc il y a du soutien, on te comprend, on te soutient, on est là, mais après, il n'y a pas forcément quelque chose qui change. Alors je pense que pour recevoir de l'aide, le mieux, c'est de chercher de l'aide auprès des professionnels, mais directement sur le terrain, c'est-à-dire les psychologues du sport, les médecins du sport. Après, si on a sous la main qu'un ou une physio, on peut lui en parler et puis être réorienté. Donc, il ne faut pas hésiter à parler à n'importe quel professionnel qu'on a dans son contexte sportif. Mais sinon, après, ça va plutôt être les psychologues qui vont pouvoir amener du soutien par rapport à se reconstruire, trouver des aides et des pistes pour aller mieux. C'est bien que Lucie ait pu parler avec l'autre entraîneur, mais elle n'avait pas l'air non plus de pouvoir forcément faire quelque chose de plus que soutenir l'athlète ou lui dire « viens avec nous » quand c'est trop difficile. Mais ça peut être d'en parler à quelqu'un qui est tout à fait extérieur à tout ça, qui n'a pas de parti pris, qui ne joue rien dans cette situation, pour essayer un petit peu de poser les choses et puis de voir après s'il faut rediscuter, mais avec une tierce personne, c'est-à-dire discuter avec l'entraîneur et une tierce personne, dans le cas où on pense qu'on peut améliorer les choses, ou alors de déposer par exemple un signalement pour dire cet entraîneur dépasse certaines limites, j'ai déjà essayé de régler les choses, on a déjà discuté ensemble et puis ça ne marche pas, donc on peut aller un peu plus loin. Mais on va toujours de manière progressive, on essaie toujours d'abord de communiquer, ensuite de signaler, voire de déposer une plainte s'il y a des actes graves ou que les choses ne s'améliorent pas. Et en Suisse, est-ce qu'il y a des ressources justement où trouver des professionnels de la santé qui peuvent aider dans une telle situation de violence dans le sport ? Les médecins du sport, les psychologues du sport, ça peut être des personnes qui peuvent aider. Donc on peut trouver ce genre de ressources sur Internet en cherchant bien des gens qui ont donc une formation et qui ont les outils nécessaires pour amener du soutien, mais aussi donner des conseils sur où aller. Et puis après, justement, typiquement, l'association And You, même si elle œuvre dans la prévention uniquement, on donne toujours des ressources pour savoir quoi faire si jamais quelqu'un vivait une situation de maltraitance. Donc nous, on forme les gens pour éviter que ça arrive et puis on aide les jeunes à repérer les situations de maltraitance, mais après on donne aussi des ressources pour trouver de l'aide à l'extérieur. Et vous parliez de signalement. Est-ce qu'il existe une telle plateforme de signalement en Suisse ? Oui, on a une plateforme qui s'appelle Swiss Sport Integrity et qui est en fait une plateforme où on peut de manière tout à fait anonyme signaler un entraîneur, un coéquipier, un parent, enfin c'est égal, quelqu'un qui est maltraitant dans un contexte sportif.
On peut aussi le faire de manière tout à fait non anonyme. Si on veut donner son identité, on peut, mais sinon, il y a une boîte de dialogue où ils vont vous poser des questions pour essayer de mieux comprendre la situation et faire, si nécessaire, une enquête pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que cette situation s'arrête, voir que la personne ait une sanction, s'il faut une sanction, etc. Donc c'est eux qui vont prendre en charge après la partie enquête pour savoir ce qu'il faut faire. Une des autres façons de trouver de l'aide pour les jeunes, dans le canton de Vaud, on a une hotline qu'on a mis en place avec une structure qui s'appelle Psycho et Sport et qui collabore avec l'association NU. Donc si les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, ne savent pas où trouver de l'aide, ils peuvent aussi appeler cette hotline pour déjà recevoir les premières informations. Ça peut se faire de manière complètement anonyme, on n'a pas besoin de savoir de qui il s'agit, ou de quel entraîneur, ou de quel coéquipier, ou voilà, juste demander de l'aide et puis trouver déjà les premières pistes. Si jamais toutes les informations concernant les ressources et le numéro de la hotline sont en description du podcast. Avant d'écouter les conseils de Lucie et la question qu'elle a souhaité vous poser, voici ce qu'elle nous a confié sur le souvenir de ses ressentis pendant la période où elle subissait ces violences et sur sa prise de conscience après cette période difficile. J'ai l'impression que j'étais assez dissociée de ce que je ressentais la plupart du temps. J'avais l'impression que j'étais très 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 focus sur mes objectifs. Donc je m'entraînais et comme si j'avais un peu les œillères sur mon objectif. Et en fait, je me disais, je voulais vraiment faire de la gym. J'avais pas forcément possibilité d'en faire ailleurs. Donc c'était soit je reste là, je continue et puis je passe au-dessus de ça, soit juste je fais pas et puis tant pis pour mes objectifs. Donc c'était un peu un choix difficile à faire. Puis vraiment, quand j'ai arrêté, je me suis dit, mais en fait, il y a eu ça, et puis ça, et je me disais, en fait, c'est pas acceptable. Dans un premier temps, j'avais toujours du plaisir à aller aux entraînements. Après, des fois, j'avais moins envie parce que j'étais peut-être un petit peu malade ou pas en forme, donc ces jours-là, moins. Mais j'ai toujours eu pas mal de plaisir à faire mes entraînements malgré tout. Mais c'était à la fin, en fait, où vraiment j'avais perdu totalement le plaisir d'aller aux entraînements. Le négatif emportait vraiment. Puis c'est là que j'ai arrêté. Mais quand même, la plupart du temps, j'avais envie d'y aller. J'avoue que je trouve que c'est un peu difficile de dire qu'est-ce qui est une violence en soi. Et je trouve que quand c'est psychologique, des fois on se dit mais est-ce que c'est vraiment une violence ou pas ? Enfin, il y a aussi cet aspect-là, donc j'ai un peu hésité même à témoigner en me disant est-ce que ça rentre vraiment ? Puis après je me dis oui, en fait, j'ai l'impression que c'est le cas. Red flag. Donc je me dis peut-être de parler là-dessus, ça peut un peu éclairer les gens et puis arrêter de minimiser ce qui se passe. Laurence Chapuis, pourquoi il est si difficile d'identifier la violence que l'on subit, et en particulier la violence psychologique ? Alors Lucie, elle l'explique très très bien. Elle dit déjà dans un premier temps, on a des réflexes comme ça. Le cerveau, en fait, il fait cette dissociation dont elle parle. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de réflexe de faire comme s'il n'y avait pas. Et puis on encaisse, et puis on passe à autre chose, et on pense à autre chose, et on se focalise sur les objectifs. Et puis du coup, on ne réfléchit pas à tout ça. Parce qu'en fait, c'est pas OK de remarquer qu'il y a tout ça, sinon elle aurait probablement arrêté plus vite, donc elle avait envie certainement de continuer, donc c'est un peu comme si son cerveau lui disait avance et puis fais, et puis les émotions on les met de côté puis on les digère pas en fait. Et puis après elle dit c'est difficile de savoir si c'est de la violence ou si c'en est pas. Je confirme, c'est très compliqué, notamment quand il n'y a pas quelque chose de très clair, un coup ou quelque chose qui nous dit « Ok, là, il y a une limite qui est dépassée ». Puis nous, ce qu'on conseille aux jeunes, c'est vraiment de dire « Mais qu'est-ce qui est OK pour toi, qu'est-ce qui n'est pas OK ?» Parce qu'en général, il y a quelque chose, si on sent un peu l'alignement à l'intérieur de nous, qui nous dit « Il y a un truc qui ne joue pas, il y a un truc qui n'est pas OK pour moi ». Et ça, en fait, il faut l'écouter parce que ce n'est pas pour rien que c'est là. C'est justement ce petit truc qui vient nous dire « Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe et je ne suis pas d'accord de supporter ça ». Puis ça, on invite les jeunes à écouter. Puis c'est peut-être ça qu'ils peuvent déjà venir nous dire par téléphone ou quand ils nous rencontrent, pour dire mais qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Et puis
si on peut, on essaie d'éviter que la carrière sportive s'arrête pour cette raison-là. Mais des fois, c'est vrai que c'est aller trop loin et c'est plus tout à fait possible de faire comme si... d'avoir encore envie, en fait, de reconstruire et de continuer. C'est un peu ce qu'elle explique, en fait, Lucie, malheureusement. Elle dit qu'elle a perdu petit à petit le plaisir. Au début, elle avait encore et après moins. Puis tout d'un coup, elle avait plus envie. Et ça, c'est quand même un signe. En fait, il y a une espèce de dégoût qui vient. Puis que c'est pas « ok, j'ai rempli mes objectifs » ou « je suis arrivée là où je voulais aller » ou bien « ça devient trop pour moi parce que j'ai beaucoup avec mes études » ou d'autres raisons. Il y a vraiment cet aspect du plaisir qu'elle a perdu qui fait un peu je disais avant, dépression ou être un peu déprimée, ça va un peu ensemble. Comme ça, ce manque de motivation, ce manque de plaisir, le fait de ne plus avoir envie d'y aller, oui, c'est des signes qu'il faut écouter. Ce serait un peu un red flag. Oui, ce serait tout à fait un red flag avec d'autres. Le fait de se trouver des excuses ou de se dire j'y vais pas cette fois parce que j'ai d'autres choses que je dois faire. Voilà, il faut se questionner. Il y a quoi derrière ? Pourquoi j'ai plus envie d'y aller ? Pourquoi ça me fait plus envie ? Pourquoi j'ai plus l'énergie, etc. On retrouve Lucie, à qui on a demandé si elle avait des conseils pour les jeunes qui vivent la même chose. Je dirais déjà d'écouter son corps avant tout. Quand on est blessé, on va pas forcer, on va voir le médecin, même si le coach ne veut pas qu'on aille voir le médecin des fois. Et puis d'aller aussi un peu à l'essentiel, de toujours se rappeler pourquoi on fait tel sport finalement, qu'est-ce qui nous plaît dans le sport qu'on fait. S'il y a quelque chose qui ne va pas, se dire est-ce que ce que j'aime dans mon sport, je peux le retrouver ailleurs, peut-être s'il y a un problème ou quoi. Aussi d'en parler autour de soi, de ce qui se passe, de si en fait on hésite à parler de quelque chose, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi. Que pensez-vous de ces conseils, Laurence Chapuis ? Alors Lucie, elle a tout compris après coup, mais elle se rend compte qu'en fait il faut écouter ce qu'on vit, il faut écouter quand on a mal. Oui, il faut consulter, même si l'entraîneur dit que non, il ne faut pas y aller. Quand on a un problème, on va chez le médecin, on va poser des questions. Et puis, elle dit, on ne reste pas comme ça avec ça. Et puis, on se pose la question, pourquoi on n'a plus envie ou pourquoi on a envie de faire d'autres choses. Enfin, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant ? Il y a quelque chose à l'intérieur qui nous dit que ça ne va pas. Et puis, c'est ça qu'elle dit par plein de mots différents qu'il faut pouvoir écouter. Et je la rejoins complètement. Lucie a une question pour vous. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que je peux faire pour arranger ma situation. J'aurais aimé savoir comment communiquer avec mon entraîneur par rapport à ça. Alors, si la question est qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller mieux, je pense que quelques séances, peut-être pas beaucoup, mais chez un ou une psychologue du sport pour en reparler un petit peu, puis voir peut-être ce qui reste comme blessure à l'intérieur, ça pourrait aider. Par rapport à l'entraîneur, à l'époque, ça aurait été peut-être de trouver un moment pour discuter en étant accompagné de quelqu'un, parce que seul, il n'avait pas l'air tellement d'écouter, pour voir aussi si d'autres choses étaient nécessaires. Puis maintenant, ça pourrait être de manière tout à fait symbolique, comme lui écrire une lettre, mais qu'elle ne va pas lui envoyer, mais pour lui dire un petit peu tout ce qu'elle ressent par rapport à ce qui s'est passé, puis qu'elle reste peut-être pas avec tout ça encore aujourd'hui. Merci beaucoup Laurence Chapuis pour votre intervention dans cet épisode. Avant de terminer, on aimerait revenir sur certaines situations pour savoir si ce sont des red flags ou non. Un coach qui dit à un jeune sportif « ce que tu fais, c'est de la merde, c'est nul », c'est un red flag ou pas ? Oui, clairement, on ne s'adresse pas comme ça aux athlètes. On peut leur dire ce qu'ils doivent faire mieux, mais on ne s'adresse pas de cette façon-là aux athlètes. Un entraîneur qui remet en question la douleur physique de son athlète, red flag ? Oui, bien sûr. Les athlètes ont le droit d'avoir mal. Ils ont mal des fois parce qu'ils ont beaucoup fait. Ils ont mal des fois parce qu'ils sont blessés. Ils ont mal des fois parce qu'ils ont mal dans leur âme. Donc, on essaie juste de comprendre l'athlète et on n'ignore pas sa douleur ou ses blessures. Un entraîneur qui force à continuer l'entraînement malgré une fatigue extrême ou une blessure, red flag ? Oui, on essaye de comprendre d'abord. On force pas comme ça. On discute. On cherche à savoir ce qui se passe. Et puis après, on peut discuter de s'il faut continuer ou pas, mais pas de cette façon-là, sans discussion. Se faire toucher les fesses pour dire qu'on n'est pas assez gainé. Red flag ? Oui, alors si c'est pour dire qu'on n'est pas assez gainé, je pense que oui, de toute façon. Puis après, dans le fait de toucher les athlètes, ça dépend comment c'est fait, pour quelles raisons, mais de toute façon, il faut verbaliser les choses.
je te touche pour assurer ta sécurité, c'est pas la même chose que je te touche pour voir si t'es bien gainé ou je te touche parce que voilà, j'ai juste envie. Et comment reconnaître ces situations red flag ? Les athlètes doivent apprendre quelque chose qui n'est pas tout à fait facile, mais c'est à écouter ce que ça leur dit à l'intérieur. S'ils sont mal à l'aise, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui ne joue pas pour eux. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit signaler cet entraîneur d'emblée. Ça veut dire qu'on doit pouvoir discuter pour dire « Ok, là, il y a un truc qui, pour moi, ne va pas. » Et puis, normalement, chaque athlète devrait pouvoir être respecté dans ses limites. Enfin, l'athlète, en général, il ne vient pas dire ça juste parce qu'il en a marre ou qu'il est flemmard ou je ne sais pas quoi. Il vient dire qu'il y a quelque chose qui l'a mis mal à l'aise. Puis ça, on essaie de régler les situations au mieux pour que tout se passe bien. Merci beaucoup Laurence Chappuis. Si ce que vous venez d'entendre vous fait penser à une situation que vous vivez ou vous fait penser à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à faire appel aux ressources qui sont en description de l'épisode. Un grand merci à Lucie pour son témoignage. C'est jamais facile de se confier, mais grâce à ces jeunes qui ont accepté de le faire pour Red Flag, ça peut aider d'autres victimes. Cette parole, elle participe à la lutte contre la violence envers les jeunes. La violence, c'est pas ok et ça le sera jamais. On sait que c'est pas facile, mais essayez de ne pas rester seul.